En cette journée internationale du droit des femmes, dans notre focus aujourd'hui, on va parler des leviers de communication que l'on a à disposition, les médias principalement, mais aussi les plateformes, les magazines, les réseaux sociaux et aussi beaucoup les podcasts. Et on a donc voulu prendre un peu le contre-pied et vous demander si vous trouvez qu'il y a trop de médias féministes. Réponse non à 57%. Pour en parler, mes invités aujourd'hui, Corinne Goldberger, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là. Tu es journaliste et auteur du podcast Argent parlons cash les filles. Et Valran Moulet-Berthaud, bonjour. Bonjour Rebecca. Comme on le sait, tu es fondateur du groupe média Le Crayon. Donc non à 57%. La majorité estime donc que ce sont des sujets inépuisables. Comment est-ce qu'on explique ce résultat et comment aussi on explique le 43% qui estime que trop, c'est trop. Corinne. Alors, je peux déjà expliquer pourquoi je pense que les personnes qui ont répondu au sondage pensent que non, il n'y a pas trop de médias féministes. D'abord, les nouveaux médias. Les médias en ligne, des médias qui se déclinent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, en podcast, en newsletter, en vidéo. Donc tous ces médias permettent d'exprimer, de montrer toutes les nuances finalement du féminisme. Parce que, et en plus, il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Je dirais presque qu'il y a 50 nuances de féminisme. Si on prend par exemple le féminisme intersectionnel, les féminismes les plus radicaux, le féminisme universaliste et toutes les nuances qu'il y a entre toutes ces sortes de féminismes, ce sont des féminismes. Et donc ils se déclinent eux-mêmes en d'innombrables thématiques. Il y a par exemple des médias éclatés consacrés aux femmes de plus de 50 ans, à la ménopause, à la sexualité, aux violences contre les femmes, au travail des femmes, aux règles, quoi encore, en fait, aux sportives, aux entrepreneuses, à l'argent des femmes. Mathématiques, et même dans le domaine de l'argent des femmes, on n'en parle pas toutes de la même manière, chacune avec son style, son ton, et on n'aborde pas forcément les mêmes problématiques. Il y a par exemple des podcasteuses qui vont parler de l'argent dans le couple, il y en a qui vont être Donc plus vous pensez produits. que c'est toutes ces formes de féminisme-là qui expliquent cette réponse ? C'est aussi la diversité des outils qui permet d'exprimer justement la diversité des thématiques et la diversité des regards féministes. Valran ? Moi, je pense qu'on peut prendre la question par deux aspects. Il y a la première question, la première chose qu'on peut voir, c'est la question du féminisme comme une forme, on va dire, de terme pour dire en gros l'idéologie féministe, mais qui en fait s'adresse surtout à un type de féminisme très revendicateur. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui sont cousins ou en tout cas se ressemblent. On ne va pas les citer, mais on sait tous auxquels on pense. Et ça, pour le coup, il faut reconnaître qu'il y a certaines vidéos où, en changeant juste le logo, on pourrait se retrouver d'un média à l'autre avec un contenu extrêmement similaire. C'est des médias souvent pure players sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de réseaux sociaux. Et donc ça explique plutôt le nom. Exactement, ça explique plutôt le nom et ça explique plutôt pourquoi certaines personnes qui en tout cas ne sont pas très friandes de ces médias-là ont l'impression d'en voir beaucoup de différents parce qu'ils ont l'impression de voir un contenu similaire sur différents médias et différentes marques. Toujours le même discours en fait. Exactement. En revanche, et c'est là que je te rejoins complètement Corinne, c'est que le mais, et ce qui, à mon avis, fait que il y a le oui, évidemment qu'il n'y a pas assez de médias féministes, c'est parce qu'il y a des thématiques qui sortent complètement de ce côté, on va dire, militantisme, droit des femmes, mais sur les questions de les femmes et l'argent, voilà. Les femmes et la maternité, les femmes et la vieillesse, les femmes et la beauté, les femmes et le sport. Et en fait, je pense que... Les femmes et leur ménopause. J'aurais pas osé en parler, mais voilà. Merci Corinne. Et c'est ça, en fait, je pense qu'on sous-estime, et je pense même que dans ces thématiques-là, il n'y a même pas assez de médias, pour le coup, vraiment à destination des femmes. Parce que ça vient de plus en plus, et c'est très cool. Mais sur Instagram. Ce dont on peut se rendre compte, à mon avis, en tout cas avec cette analyse-là, c'est de se dire qu'en fait, beaucoup d'hommes ou de mecs qui lancent des médias vont avoir parfois peut-être l'impression de faire des médias universels, mais qui sont en fait des médias qui, sans s'en rendre compte, s'adressent particulièrement aux hommes, là où du coup les femmes vont plutôt afficher dès le début que le média est à destination des femmes. Être très clair tout de suite. Exactement, et je pense que c'est ça aussi
qui fait que certains hommes peuvent répondre potentiellement non parce que ils s'interrogent sur justement quelle est leur proportion. Est-ce qu'il y a des médias que pour les hommes? Et en fait, c'est peut-être qu'il y a des médias qui se vendent pour tout le monde, mais qui sont en fait très à destination des hommes. Et bien justement, il y a une notion en travaillant l'émission que j'ai retenue, qui m'a parlé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le pink washing? Oui. Bah, vas-y, Valorant, je te laisse expliquer. C'est comme le greenwashing, en fait. C'est se déguiser en féminisme pour une marque, alors même qu'on n'a pas du tout le comportement d'inclusivité en interne de l'entreprise. Et ça, on peut dire que ça fait quand même partie des désavantages de cette multiplication de podcasts, surtout, j'ai envie de dire, féministes, Corinne. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que tous ces nouveaux médias sont en général lancés par des femmes qui sont féministes. Donc le pinkwashing, ça concerne plutôt les marques et leur discours pseudo-féministes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour toutes ces femmes qui se lancent dans ces nouveaux médias, qui sont donc éclatés sur différents outils, que ce soit des newsletters, des podcasts, des vidéos, sans être adossées à un grand groupe et qui trouvent elles-mêmes les moyens toutes seules et courageusement, parce que c'est très chronophage et très énergiophage. Ouais. Énergivore, voilà, merci. De se créer une communauté, de se financer, de se monétiser, parfois de faire appel au crowdfunding pour se financer. Elles n'ont pas un grand groupe pour faire tout ça, elles n'ont pas une équipe qui est de salariés. Et moi, c'est celle-là en particulier qui m'intéresse, c'est toutes ces indépendantes. Et ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage. Et justement, comment on peut, identifier le pinkwashing dans une stratégie de communication d'entreprise? Comme on est dans Hebdocom, c'est quand même notre sujet. Aujourd'hui, on commence à avoir des clés pour identifier une entreprise qui fait du greenwashing. Mais cette notion du pinkwashing, comment on peut l'identifier? Est-ce que c'est un grand groupe qui s'associe à un média justement féministe? Ça, c'est un indice? Ou C'est difficile. En fait, c'est difficile. Question difficile. Ouais, c'est difficile parce que sur l'écologie, on va dire qu'il y a des critères un peu objectifs. Exactement, peu objectifs. Et surtout, la com de l'entreprise va potentiellement directement financer de la pollution ou, on va dire, un aggravement de la situation climatique. Donc là, tu veux dire que c'est assez clair? Exactement, là, c'est clair et net. Sur le pinkwashing, là où c'est difficile, c'est que même quand c'est du pinkwashing, ça reste une marque qui va du coup financer des messages féministes. Donc l'impact résiduel sera quand même positif aussi sur le fait de du coup nourrir financièrement un média qui va pousser sur des thématiques féministes. C'est pour ça que c'est difficile, effectivement que la réponse est difficile. C'est pas si clair comme le greenwashing. Après, si on vérifie la parité des entreprises... Ouais. Voilà, par exemple. Voilà. Alors, par exemple, vous avez des magazines féminins qui tiennent des discours féministes, qui publient des articles, des papiers féministes, mais quand vous regardez comment le journal est administré, qui dirige, qui est qui est à l'exécutif, qui dirige, qui est à la tête des grandes directions du groupe, vous apercevez par exemple qu'il y a une majorité d'hommes. Et pourtant, ce que vous voyez, la façade, c'est des discours féministes. Donc là, cherchez l'erreur. Pourquoi dans le COMEX, il n'y a pas plus de femmes, par exemple ? Et alors, que raconte, si on revient à notre sujet à la base, des médias féministes, que raconte la multiplication, depuis toutes ces années, de tous ces projets, de tous ces médias sociaux, de tous ces podcasts, surtout? Ça a été un vrai levier pour l'industrie du podcast. Mais qu'est-ce que ça raconte, à votre avis? Moi, je pense que ça raconte beaucoup que c'est des sujets qui ont été sous-traités pendant très très longtemps et qui ont rarement, sauf depuis, on va dire, 5, 10, 15 ans, sont traités enfin massivement d'un angle vraiment très à destination des femmes. Et du coup, qui sort du côté universel ou parfois faussement universel de d'autres marques médias. Mais je vais prendre un autre exemple qui concerne plutôt des entrepreneuses. Et je le vois parce que nous, on en accompagne énormément avec mon agence de relations presse, mais il y a aussi beaucoup de business qui sont vraiment créés par des femmes à destination des femmes et dont le marketing est beaucoup plus puissant que leurs homologues masculins ou même d'autres femmes, mais qui s'adressent à tout le monde et pas spécifiquement à la cible féminine. Je pense qu'il y a un mécanisme de sororité qui est aujourd'hui hyper puissant dans le marketing de ces entreprises
entrepreneuses-là ou des marques médias. Et que je pense que cette sororité, en fait, est aussi un levier de communication qui est très puissant parce que ça crée, en fait, un engouement, un esprit de communauté. Et ça permet, selon moi, de vraiment pouvoir créer des marques ou des entreprises fortes autour de ce pilier de « on s'adresse aux femmes ». Et les femmes étant 50% de la population, c'est un énorme marché. Donc en fait, c'est comme si on se refusait, entre guillemets, en ne parlant pas aux hommes, qu'à 50% du marché. Donc ça reste un pari économique qui peut être très très intéressant versus quand on va essayer de s'adresser à des cibles marketing plus petites, où là, pour le coup, on peut avoir une taille de marché trop petite pour se développer. Alors moi, je prendrais pour illustrer tout ça, enfin pour illustrer ta question, un exemple que je connais bien, donc l'argent des femmes, leur argent. La presse, jusqu'à une date toute récente, la presse féminine mainstream ne parlait jamais de l'argent des femmes. Ou, quand elles en parlaient, c'était uniquement sous le prisme des inégalités salariales. Donc, tous les ans, il y avait un papier sur les inégalités salariales, l'Equal Pay Day, etc. Et ça dit quoi, ça ? Ça dit que l'image de la femme active qui est donnée par la presse féminine mainstream, c'est une femme qui est, salariée, et deux, souvent dans un grand groupe, comme si toutes les femmes de ce pays étaient des salariés et avaient un salaire. Non, il y a des femmes qui sont agricultrices, on l'a vu encore tout récemment, il y a des femmes qui sont commerçantes, artisanes, professions libérales, il y a énormément d'entrepreneuses, créatrices d'entreprises, il y a beaucoup de freelance, beaucoup d'auto-entrepreneuses. Et on le voit aussi. Voilà, dans le monde associatif, comment elles sont payées. Donc, toutes ces femmes, elles passent sous les radars. Donc moi, pendant des années, c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à créer mon podcast « Argent, parlons, cache les filles ». Je me suis dit, mais comment ça se fait que la femme active, c'est uniquement une femme salariée qui souffre d'inégalités salariales, qui se répercutent sur sa retraite, Et etc. vous sentez que ça change ? Oui, je trouve que ça commence à changer. Où est-ce que vous avez identifié ces signaux-là ? Eh ben, il me semble que la presse féminine commence un petit peu, par exemple, à parler ne serait-ce que des podcasts qui existent, des comptes qui existent, enfin des comptes Instagram qui existent. Timidement, elle commence à en parler. Donc c'est peut-être elles là, ne peuvent pas finalement... rester à la traîne sans 7 ans, c'est ça que je veux dire. Donc c'est peut-être là, finalement, que les médias féministes servent la cause, j'ai envie de dire. En tout cas, dans tous les cas, finalement, aident Oui, mais je pense que comme le besoin est là, les personnes qui créeront des entreprises ou des médias sur ces cibles-là seront très prospères. Et donc, du coup, ça enverra un signal global au marché que c'est un marché sur lequel il faut aller se développer. C'est le principe même, d'ailleurs, de la manière dont se compose, on va dire, une forme d'économie capitaliste libérale. C'est-à-dire, en fait, on sent qu'il y a un gros besoin, et vous le dites encore plus clairement que moi. Et en fait, ce besoin-là, il est mal résolu. Et plus il sera bien résolu, plus les gens gagneront de l'argent ou de l'audience grâce à ça, plus ça donnera envie à d'autres femmes d'aller justement sur ce terrain-là pour aller compléter cette offre. Oui, par exemple, tout à l'heure, j'ai cité la ménopause, les femmes de plus de 50 ans. En fait, c'est un énorme marché. Et avec le vieillissement de la population, c'est un énorme marché. En plus, les femmes vont devoir travailler maintenant minimum jusqu'à 64 ans. Et elles passent totalement sous les radars. Ça n'intéresse pas la presse féminine mainstream. Alors qu'en plus, c'est des femmes qui, par définition, sont souvent mieux payées à 50 ans qu'à 20 ou 25. Elles achètent, par exemple, des crèmes nourrissantes, de la cible commerciale, en fait. Il y a une cible commerciale. Oui, il y a des annonceurs qui vont être intéressés. Ben non, ça n'intéresse pas la presse féminine mainstream. C'est quand même incroyable. Bon, pour conclure, mais j'ai l'impression que c'est quand même souvent qu'on dit ça, on peut dire qu'il y a du progrès, mais qu'il reste du chemin à faire. Oui, il reste du chemin à faire. Merci beaucoup, Corinne Goldberger. Je le rappelle, vous êtes journaliste et auteur du podcast Argent, parlons, cache les filles, et Valorant Moulet-Berthaud, fondateur du groupe média Le Crayon. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi partout en replay, podcast, sur toutes les plateformes. Et comme chaque semaine, on termine avec notre campagne Chouchou qu'on a choisie avec CB News. Et cette semaine, c'est sur le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal qui dédramatise sur ce sujet essentiel. Une campagne signée Australigad. Très bon week-end sur BFM Business. Attendez, 2 secondes. Faut que j'aille faire mon dépistage du cancer colorectal. Mais je n'ai pas pour longtemps. Hein. Voilà, je me dépêche. Allez. Vous n'êtes pas obligé de faire votre dépistage le jour de votre anniversaire. Mais dès 50 ans, faites-le tous les 2 ans chez vous avant tout symptôme. C'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a rien ou de traiter un cancer colorectal précoce. Et moi, c'est dans 2 semaines.